Mesdames et messieurs, je vous propose de commencer. Je pense qu'on peut démarrer. Alors, bienvenue à toutes et tous. Je vous remercie chaleureusement d'être à nos côtés ce matin pour ce webinaire dédié à notre expertise obligataire court terme. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Maxime Murat, gérant taux et crédit investment grade chez Swiss Life Asset Managers depuis maintenant 6 ans, et Édouard Faure, responsable de la gestion high yield et crédit chez Swiss Life AM depuis plus de 12 ans. Édouard, je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot sur Pas de problème. votre Merci expertise. Alexandra. Merci Alexandra. Merci à tous d'être présents ce matin pour ce nouveau webinaire. On s'est vu il y a quelques semaines de ça pour un webinaire sur la partie yield et on revient aujourd'hui avec une nouvelle solution qui nous paraît très opportun dans le contexte actuel. Et Maxime et Alexandra vous en diront plus sur le détail de ce produit et pourquoi ça nous semble une bonne solution dans le contexte actuel. En deux mots, sur le crédit chez Swiss Life Asset Managers France, on gère aujourd'hui environ 32 milliards d'euros sur la partie obligataire. À peu près la moitié est gérée pour compte de tiers et dans cette moitié pour compte de tiers, on a des expertises à la fois sur la partie monétaire, sur la partie crédit court terme qui va nous intéresser aujourd'hui, mais aussi sur la partie crédit plus long terme et sur la partie yield. Donc on a vraiment tout le spectre de la courbe, ce qui nous offre une expertise relativement solide à offrir à nos différents clients. Et je ne prendrai pas plus de temps, je redonne la parole à Alexandra et je vous souhaite un excellent webinaire et une bonne présentation sur cette solution, sur cette solution d'investissement. Merci encore. Merci beaucoup, Édouard. Au programme ce matin, on commencera par un point marché et un rappel du contexte des taux actuels, notamment sur le court terme. Puis nous vous présenterons notre expertise sur les taux court terme et notamment sur notre fonds SLF Bond ESG 6e. Alors, je précise que vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire. Il y a un onglet Q&A que vous devez retrouver en bas à droite de votre fenêtre. Et il y aura une session questions-réponses à la fin. Maxime, je te remercie d'être à nos côtés et je te laisse la parole. Merci Alexandra, bonjour à tous. Effectivement, on va commencer par un petit point sur les marchés financiers et sur l'environnement pour justement justifier l'intérêt du fonds qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. Sans surprise, je vais commencer par la partie taux et notamment les taux d'intérêt euh, des banquiers centraux. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Depuis plusieurs mois, ça a beaucoup impacté les marchés financiers et notamment les marchés obligataires, puisqu'on a connu une vague de hausse de taux inédite. Si on se remet il y a quelques mois, les taux étaient négatifs. Le taux de dépôt de la Banque centrale européenne était à moins 0,50%. Et en quelques semaines, quelques mois, on a subi 10 hausses de taux consécutives pour une hausse cumulée de 4,5%. Et aujourd'hui, le taux de dépôt de la Banque centrale européenne est à 4%. C'est bien sûr inédit puisqu'il n'y avait pas eu de hausse depuis plus de 10 ans. Et d'ailleurs, vous pouvez voir avec la courbe orange sur le graphique de gauche que les marchés financiers, les investisseurs avaient commencé à anticiper ce phénomène en début d'année 2022, mais n'avaient pas vu venir l'ampleur du mouvement. Donc ça a été vraiment violent. Et ce qui est important à noter aujourd'hui, c'est que le phénomène est en train de se stabiliser, puisque pour la première fois en octobre 2023, donc lors de la dernière réunion de la Banque centrale européenne, il n'y a pas eu de hausse. C'est la première pause après 10 réunions consécutives où nous avions eu des hausses de taux. Dernier point à noter sur ce slide, c'est que vous pouvez voir en rouge la courbe qui représente l'ester, donc le taux interbancaire, c'est-à-dire le taux auquel les banques se prêtent entre elles pour une nuit, les intérêts qu'elles se versent entre elles, qui a suivi fidèlement le taux de dépôt. Donc les marchés financiers court terme obligataires se sont ajustés très vite dans cet environnement de hausse de taux. Ça, c'était pour le passé. Je vous propose de regarder un peu ce qui nous attend pour les prochaines semaines et donc de parler du contexte euh, politique et économique qui nous impacte actuellement.
On pense qu'il est vraiment pas facile en ce moment d'être à la place de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, puisqu'il y a eu beaucoup de hausses et aujourd'hui on arrive proche du fameux moment de pivot. Donc le moment où on se pose la question, est-ce qu'il faut encore monter les taux ou est-ce qu'il est déjà temps de les baisser? Pour prendre cette décision, la Banque centrale européenne a beaucoup de facteurs à considérer. On va les diviser en deux parties. Les facteurs qui sont plutôt haussiers, donc qui militent pour encore des hausses de taux. C'est notamment la vigueur du marché de l'emploi, très solide outre-Atlantique, mais également en Europe, notamment en Allemagne. Les différents plans de relance budgétaire, donc c'est les gouvernements des États en Europe qui essayent de soutenir l'économie avec des plans de relance. Un facteur important aussi, c'est les matières premières qui sont élevées, hein, je pense que vous en entendez beaucoup parler, notamment avec le prix de l'énergie. Donc le pétrole a un peu baissé en ce moment, mais ça reste une considération importante qui pèse sur l'inflation et donc sur une éventuelle persistance de l'inflation sous-jacente et des effets de second tour. Donc tous ces phénomènes pourraient, s'ils restaient forts, entraîner encore une hausse de taux. À l'inverse, il y a des phénomènes qui poussent plutôt à baisser les taux. C'est par exemple le risque de récession. C'est même plus qu'un risque pour certains pays comme l'Allemagne qui est déjà en récession technique. C'est-à-dire que la croissance est négative depuis plusieurs trimestres. Autre facteur qui peut pousser les taux à la baisse, c'est le secteur de l'immobilier qui est sous tension. Les taux élevés ne sont pas forcément adéquats pour ce marché et pour tout le pan de l'économie qui va avec, comme par exemple le bâtiment. Et enfin, un risque qui a fait beaucoup l'actualité ces dernières semaines, notamment au Proche-Orient, c'est la géopolitique. Les tensions internationales, en effet, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, sur le prix des matières premières et donc éventuellement euh, sur l'inflation et les taux. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qu'anticipe le marché actuellement? Finalement, le marché estime qu'il n'y a plus vraiment de bonnes nouvelles à attendre, mais qu'il n'y a pas non plus de mauvaises nouvelles catastrophiques qui devraient arriver. Donc le consensus est plutôt pour qu'il n'y ait ni baisse ni hausse pour les prochaines réunions. D'ailleurs, si on regarde les anticipations de marché, la première baisse devrait plutôt se situer en juin 2024 en Europe. Je vous rappelle tout de même que les anticipations de marché ne sont pas une vérité. On l'a vu sur la première slide. Ils se sont trompés plusieurs fois. Et d'ailleurs, nous, chez Swiss Life, Asset Managers, on pense que la première baisse pourrait arriver un peu plus tard, plutôt vers septembre 2024. Donc, toutes ces données sont à prendre avec des pincettes. Tout cela reste assez hypothétique. Je vous propose de nous concentrer plutôt sur des données plus concrètes et notamment sur les taux les taux de rendement qui sont actuellement offerts sur les marchés obligataires. Sur la partie gauche, les quatre premiers taux sont des taux interbancaires, donc les indicateurs de référence du marché obligataire court terme. Vous retrouvez les taux auxquels les banques se prêtent sur différentes maturités, de 1 jour à 1 an. Globalement, vous voyez que ces taux sont autour de 4%, ce qui est super en absolu, et ce qui a d'ailleurs poussé cette présentation. Je pense que si on avait fait un sondage avec vous il y a quelques mois, on va dire il y a 1 an et demi, si on avait demandé qui pense que d'ici la fin d'année 2023, les taux courts seront à 4%, peu de gens auraient été convaincus et auraient parié sur 4%. Mais c'est bien le cas aujourd'hui. Donc, très intéressant en absolu et aussi très intéressant en relatif, puisque sur la partie droite du graphique, vous pouvez voir les taux des obligations d'État allemandes, donc les références des placements sans risque obligataires, qui sont sous les 3%. Le 10 ans allemand a brièvement touché les 3% il y a quelques semaines. Là, vous avez les données à fin octobre, et c'est même pire aujourd'hui, puisqu'il est redescendu proche des 2,5%. Donc finalement, on se retrouve dans un contexte où, pour paraphraser ce qu'avait dit un ancien Premier ministre lors de son discours de politique générale, Jean-Pierre Raffarin, qui disait notre route est droite, mais la pente est rude. Nous, c'est un peu l'inverse en ce moment sur l'obligataire. On a une route qui est assez sinueuse, avec de l'incertitude, et surtout une pente qui est inversée, ce qui est assez exceptionnel. De plus, ce que vous ne voyez pas sur ce graphique, puisque c'est seulement les taux à un moment donné, c'est la volatilité du marché. Je vous l'ai dit sur la première slide, les taux courts se sont ajustés rapidement et ont été relativement peu volatiles, là où la volatilité quotidienne sur les obligations d'État allemandes, donc les maturités plus longues,
a explosé dans le contexte de hausse de taux. On estime d'ailleurs, chez Swiss Life Asset Managers, que ce risque de taux sur la partie longue de la courbe n'est pas vraiment rémunéré actuellement. Vous me direz, si le risque de taux n'est pas rémunéré, comment peut-on faire pour trouver un surplus de performance dans ces marchés volatiles? Ce qu'on vous propose chez Swiss Life Asset Managers, c'est plutôt de se pencher sur le marché du crédit, donc la dette des entreprises et des différents organismes, et notamment sur les primes qui sont offertes, les fameux spreads, donc les primes offertes par ces émetteurs par rapport au taux sans risque. Et vous pouvez voir sur ce graphique, qui représente les primes offertes par les différents secteurs d'entreprise, que les primes ont, ont fortement progressé dans l'environnement de hausse de taux. Donc ça a été un contexte global de marché où le cocktail hausse de taux plus réduction de l'argent, le fameux argent magique, le quoi qu'il en coûte, injecté par les politiques et les banquiers centraux, ont amené les primes offertes par les émetteurs à s'élargir et donc s'est transformé en opportunité pour nous. D'ailleurs, il y a même eu des pressions supplémentaires sur certains secteurs, c'est notamment le cas des bancaires. On en reparlera après, mais vous pouvez voir, c'est la courbe grise, donc celle qui propose les primes les plus intéressantes, alors qu'avant, ce secteur était plutôt en ligne avec les autres secteurs. Donc, ça vient du phénomène de hausse de taux, mais également des tensions qu'on a pu connaître sur certaines banques, comme ça a été le cas avec SVB aux États-Unis en début d'année ou Crédit Suisse pour l'Europe. Pour bien comprendre ce qu'est un spread, je vous propose un exemple concret. Donc la prime proposée par exemple, j'ai pris Société Générale qui est venue sur le marché primaire sur une obligation maturité 3 ans en septembre. Le taux offert par Société Générale était de 4,3%. La partie taux sur 3 ans est de 3,6% et la prime est de 70 points de base. C'est peut-être un peu plus clair présenté comme ça. Donc, c'est l'une des opportunités qu'on a pu rencontrer depuis la rentrée et depuis le début de l'année. Mais vous pourriez me demander, est-ce qu'il y en a eu vraiment suffisamment? Puisque les niveaux sont intéressants, mais il faut encore qu'il y ait l'offre en face pour pouvoir investir. Et c'est la bonne nouvelle de cette année 2023, c'est que le marché primaire, donc les volumes émis sur le marché du crédit, ont été très importants, voire abondants. C'est la courbe brune, donc celle qui est la plus haute sur ce graphique. Donc on est sur une année record actuellement, et notamment sur le court terme. Pourquoi sur le court terme? Puisque déjà, il y a eu une inquiétude dans ce contexte de hausse de taux pour se refinancer et de baisse des achats d'actifs, pour se refinancer pour les émetteurs. Donc, ils ont choisi le court terme, parce que c'est un marché important en Europe, notamment avec l'apport des fonds courts comme les fonds monétaires, et aussi pour ne pas verrouiller un taux de financement élevé pour trop longtemps. Ils ont préféré le court, et d'ailleurs, sur les maturités 1 à 3 ans, les volumes d'émissions ont doublé sur les 4 derniers trimestres par rapport à l'année précédente. En conclusion, pour cette partie marché, on retrouve donc une hausse des taux très élevée, sur des niveaux très élevés, le retour de la volatilité sur les obligations plus longues et beaucoup d'offres et d'opportunités. Donc, dans ce contexte, on pense que le meilleur moyen de profiter de cette configuration de marché, c'est actuellement notre fonds crédit court terme Swiss Life ESG Bond 6 mois. Je fais un petit point sur l'historique de ce fonds. Ce fonds, dans sa stratégie actuelle, existe depuis plusieurs années, 8 ans environ. Il a eu un certain succès, puisque aujourd'hui il fait 1,6 milliard d'euros d'encours. À l'époque, ce fonds avait été créé dans le cadre de la catégorie cash equivalent de l'AMF, donc, qui avait pour but de surperformer les fonds monétaires et d'offrir un rendement positif dans un contexte de marché compliqué où les taux étaient négatifs. Aujourd'hui, la catégorie n'existe plus, mais le fonds a certes évolué, mais existe toujours et repose sur 4 points forts que je vais essayer de vous détailler rapidement ce matin. Le premier, c'est de proposer bien sûr un placement liquide pour la trésorerie des investisseurs. Pour que la liquidité soit totale, il faut bien sûr qu'il y ait une faible volatilité, sinon ça ne peut pas remplir cet objectif. Pour limiter la volatilité, on vous propose un produit qui est peu risqué, avec un SRI égal à 1, et donc globalement, un produit qui va avoir un horizon de placement court terme.
Pour remplir ce cahier des charges, nous avons mis en place plusieurs contraintes sur notre produit. Le premier sur la liquidité, c'est une valorisation quotidienne sur des données de marché. Donc il n'y a pas de surprise s'il y a des souscriptions ou des rachats sur ce fonds, puisque l'ensemble du portefeuille a une valorisation quotidienne, ce qui nous permet de vous proposer de faire des mouvements avec un paiement J+1 sans aucun frais de mouvement, donc ni frais de souscription ni frais de rachat. Ensuite, on s'attache à avoir une volatilité qui est faible sur le produit pour justement faciliter les mouvements de trésorerie et les placements d'attente. Pour cela, nous investissons sur des maturités courtes, maximum 3 ans pour un instrument en portefeuille, et nous avons inscrit dans notre portefeuille un engagement sur la volatilité puisque nous avons une volatilité cible inférieure à 0,50%. Pour avoir un produit peu risqué, je suis obligé de parler un petit peu des indicateurs de risque sur lesquels nous nous contraignons sur ce portefeuille, et notamment pour limiter le risque de taux qui a été au cœur de l'actualité depuis plusieurs mois. Le premier indicateur que nous utilisons, c'est la WAM. Cela correspond à la maturité moyenne pondérée du portefeuille. Autrement dit, c'est la sensibilité au taux. Donc cet indicateur sert à mesurer l'impact sur la valeur des actifs en portefeuille en cas de variation de taux. Concrètement, si les taux montent de 1%, pour un portefeuille qui a une WAM de 1 an, on va avoir un impact de 1% à la baisse sur la valeur des actifs en portefeuille. Comment limite-t-on ce risque de taux en portefeuille? En faisant principalement des investissements à taux variable. Second indicateur de risque important à suivre sur ce portefeuille, c'est la WAL, que vous retrouverez également dans nos différents reportings. Cela correspond à la durée de vie moyenne pondérée du portefeuille. Autrement dit, c'est la sensibilité aux primes de risque de crédit du portefeuille. Et donc, ça correspond à la durée moyenne à laquelle nous prêtons de l'argent aux émetteurs. Donc ici, cet indicateur va mesurer l'impact sur la valeur des actifs si la prime offerte par les émetteurs par rapport au taux sans risque évolue. Comment limite-t-on ce risque? En investissant sur des instruments de maturité courte. Et globalement, nous pouvons limiter ces deux indicateurs en gardant une poche de liquidité importante. Concrètement, quels sont nos engagements sur ces indicateurs de risque? La WAM, nous la contraignons, donc là, le risque de taux, nous le contraignons à 6 mois maximum, ce qui est en ligne avec un fonds monétaire. Là où nous prenons un peu plus de risques, c'est sur la WAL. Nous pouvons aller jusqu'à 18 mois, donc 540 jours, sur le risque crédit. Ça reste bien sûr très faible par rapport à l'ensemble de la catégorie des fonds obligataires. Ce fonds est d'autant plus peu risqué que sa qualité d'investissement est uniquement investment grade. Donc on va du triple A au triple B. Il n'y a aucun investissement en high yield sur ce produit-là. Si on fait un point sur la position actuelle, le positionnement actuel du portefeuille, vous allez retrouver des indicateurs de risque qui sont relativement contenus. Donc, commençons par la WAL, le risque de crédit qui est autour de 400 jours, loin de sa limite maximum qui est de 540 jours. D'ailleurs, j'en profite pour faire un point sur la gestion de cet indicateur. Vous pouvez voir sur le graphique à gauche que le positionnement du fonds est dynamique, il n'est pas systématiquement autour de 400 jours. Par exemple, pendant la période Covid, nous étions en dessous de 300 jours de risque crédit. Ensuite, sur le risque de taux, nous sommes autour de 50 jours, alors que nous pouvons aller jusqu'à 180 jours. Donc, plutôt prudent sur le risque de taux, puisqu'on pense qu'il peut y avoir encore beaucoup de volatilité sur les taux, avec tous les phénomènes que nous avons évoqués dans la première partie. Donc, nous restons assez prudents sur cet indicateur-là. Et enfin, sur la notation, comme vous pouvez le voir, très bonne qualité de crédit, puisqu'en moyenne, on est simple A, donc plutôt une bonne notation sur le scope investment grade. Donc, toutes ces contraintes ont bien sûr pour but de vous proposer un produit pertinent dans votre allocation. N'est-ce pas, Alexandra? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Maxime, pour tous ces éléments. C'est un fonds qu'on a ouvert au retail en juillet
Il fait 1,6 milliard d'euros d'encours et comme l'a très bien expliqué Maxime, c'était initialement un fonds destiné à des institutionnels, donc de grosses mutuelles, des assurances, des banques, mais aussi des entreprises du CAC 40 pour la gestion de leur trésorerie. Donc, c'est un vrai fonds de bond picking qui comporte plusieurs avantages et utilisations. Il est très liquide, très diversifié. On a plus de 200 lignes en portefeuille. Et comme vous avez un horizon de placement qui est court, 6 mois, c'est une solution tout à fait cohérente et adaptée pour un placement d'attente, pour des clients qui ne voudraient pas aller sur les marchés actions ou sur l'immobilier au vu du contexte un peu chahuté. Donc, c'est un placement qui est très peu risqué, hein. Je rappelle, c'est un SRI de 1. On a une volatilité sur un an de 0,20, donc qui permet d'augmenter, vous savez, la part du C d'une allocation pour une prise de risque qui va être réduite et d'aller chercher les bonus sur le fonds euro chez certains assureurs. Il offre également un risque réduit à des clients qui seraient investis où le fonds euro n'est pas éligible, comme les contrats de capi personnes morales. Et aussi, c'est une stratégie qui permet d'avoir un surplus de performance par rapport à une stratégie monétaire, comme l'a très bien indiqué Maxime, du fait que l'on puisse justement aller sur des maturités jusqu'à 3 ans. Et c'est une très bonne alternative aux offres proposées par les réseaux bancaires de type compte à terme. Alors vous le savez, hein, les comptes à terme sont dans 80% des cas progressifs, donc vous ne sortez pas toujours avec le rendement attendu à la fin. Ils ne sont pas aussi liquides, hein. Vous avez un préavis en général de 32 jours. Certains ont même des pénalités de sortie et vous avez bien sûr la flat tax à la fin. Et contrairement à un fonds diversifié, dans un compte à terme, vous êtes exposé au risque sur un seul émetteur. Donc, c'est un réel outil de captation d'encours pour vous par rapport aux offres proposées par les banques. Et pour rappel, c'est un fonds qui verse des rétrocessions. Et je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher des compagnies d'assurance pour plus de détails sur le sujet. Donc, ceci étant dit, Maxime, concrètement, comment se compose le portefeuille, comment ça fonctionne? Merci Alexandra. C'est vrai qu'on a parlé un peu des marchés financiers, du cadre du portefeuille, de toutes ces contraintes. Faisons un point sur son positionnement et sur les investissements que nous avons en portefeuille, parce que c'est l'une des forces du produit, c'est qu'il a une stratégie d'investissement qui est lisible. Euh, je vais commencer par le où investit-on et donc la répartition géographique. Vous allez retrouver dans ce produit essentiellement des investissements dans les pays de l'OCDE, donc des pays peu risqués. On n'a pas de pays émergents, pas de Chine, pas de Moyen-Orient, donc c'est plutôt prudent comme positionnement géographique. Un peu d'exposition aux pays périphériques de la zone euro. Vous verrez ici 5% sur l'Espagne et moins de 2% sur l'Italie. Ce qui peut vous interpeller, c'est la pondération sur la France, environ 40% du portefeuille. C'est lié à la structure du produit par instrument. Je vous invite à regarder le graphique à droite. Vous allez retrouver sans surprise dans un fonds obligataire des obligations pour à peu près la moitié du portefeuille, mais pas seulement. En gris, vous voyez également pour également la moitié du portefeuille des TCN, donc des titres de créances négociables. Ce sont des instruments monétaires. Je vais y revenir, on va faire un point là-dessus, parce que vous êtes peut-être moins familier avec ces instruments qu'avec les obligations. Mais c'est l'une des forces du produit, c'est de pouvoir justement investir sur à la fois les obligations et le marché monétaire pour saisir le maximum d'opportunités d'investissement. En plus de ces investissements, vous retrouvez environ 10 à 15% de liquidités qui se décomposent par du cash, à fin de mois environ 5%, et 10% d'OPCVM monétaires qui nous servent à gérer la liquidité du produit en cas d'éventuelles souscriptions rachats. Je vous propose de faire un petit point sur les titres de créances négociables. Donc, je vous ai remis la définition du code monétaire et financier. Les TCN sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça reprend beaucoup de caractéristiques d'une obligation, hein, donc il n'y a pas beaucoup de surprises de ce côté-là. Mais en plus, on retrouve des points forts grâce à l'encadrement apporté par la Banque de France, qui vont être la transparence, la fiabilité et la sécurité. En termes d'émetteurs, vous pouvez retrouver des entreprises. Par exemple, on a EDF qui a un programme monétaire de 12 milliards d'euros, des organismes publics et bien sûr des banques
et vous retrouverez toutes les grandes banques françaises et européennes qui utilisent ces programmes pour financer leur liquidité à court terme. Pardon. Quels sont les atouts pour les émetteurs de venir sur ce type de programme? Déjà, c'est la flexibilité sur le choix des échéances. Lorsque l'on émet une obligation, c'est une taille conséquente, on va le faire plusieurs fois par an et donc on va se retrouver avec ensuite une ou deux, pour certains émetteurs, une ou deux tombées, une ou deux maturités par an. Là, on peut créer tout un volet de maturité qui aide l'émetteur, l'entreprise, à gérer sa liquidité et son plan de financement. De plus, le fait de venir régulièrement sur le marché court terme améliore la visibilité de l'entreprise auprès des investisseurs sur les marchés financiers. Et cette notoriété peut apporter un coût de financement inférieur par rapport à d'autres placements ou d'autres modes de financement. Et pour nous, les investisseurs, on retrouve également des points forts, des atouts qui sont déjà la diversité des opportunités d'investissement, avec un rendement attractif, souvent supérieur au placement bancaire, et également, bien sûr, l'encadrement des transactions et la transparence apportée par la Banque de France. Comment ça se traduit concrètement en chiffres? Déjà, vous pouvez voir que c'est un volume énorme sur le marché français. C'est pour ça que vous retrouvez ces placements d'une part importante dans notre fonds. Le marché français somme actuellement à 340 milliards d'euros pour les TCN, essentiellement émis sur des maturités courtes. Vous pouvez le voir à droite avec la partie grise du graphique. Plus de 200 milliards sur les 340 milliards sont des TCN à maturité inférieure à 6 mois. Donc ce sont des placements tout à fait appropriés pour un fonds à horizon 6 mois, comme le nôtre, et qui a besoin de gérer sa liquidité. En termes d'émetteurs, on retrouve 250 milliards d'émetteurs financiers sur les 340 milliards. Donc ça fait à peu près 3/4 du marché qui est composé par les émetteurs financiers. C'est pour ça qu'il ne faudra pas s'étonner, on ne l'a pas mis ici en chiffres, mais 2/3 de notre fonds est investi sur des émetteurs financiers. On retrouve notamment les principales banques françaises. Pour autant, notre produit n'est pas uniquement un produit d'investissement sur les émetteurs financiers. Nous essayons d'apporter une diversification dans notre fonds. C'est pour ça qu'on a voulu vous mettre quelques exemples d'émetteurs que nous avons en portefeuille. Parmi ces émetteurs, leur point commun, c'est que vous allez retrouver une bonne notation de crédit. Donc, tous sont investment grade, pas d'émetteurs high yield, je le rappelle, dans ce portefeuille. Mais pas seulement une bonne notation de crédit, puisque notre fonds est labellisé ISR, donc nous avons mis également les notes ESG, puisque l'indicateur extra-financier est important pour nous. Petite spécificité, nous ne faisons pas que des émetteurs non notés, nous sommes assez transparents et fiers avec ce point-là chez Swiss Life, parce qu'on vous a mis ici en exemple l'Occitane, le détaillant de cosmétiques français, qui est une ETI française, qui propose un rendement attractif et qui nous permet d'investir dans l'économie réelle via ces entreprises-là qui ont des petits besoins en financement et donc n'ont pas forcément intérêt à se faire noter par les agences de notation parce que ça coûte assez cher. Donc, ce rendement important apporté par ces émetteurs, je pense que c'est un point crucial pour vous. On a beaucoup parlé du portefeuille. Je pense que maintenant, il est temps de parler un peu de performance, justement. Et je vais laisser la parole à Alexandra sur ce point-là. Oui, je te remercie Maxime pour tous ces éléments. Alors comme vous le voyez sur la diapo, le fonds existe depuis 2010. On a un long track record et une expérience prouvée sur cette stratégie. Je vous le rappelle, le fonds fait 1,6 milliard d'euros d'encours. On a une réelle demande sur cette solution. Et en termes de rendement, grâce à la remontée des taux, depuis le début de l'année, le fonds fait plus 2,90 de performance au 20 novembre. Et le taux de rendement actuariel annualisé embarqué sur le produit est supérieur à 4%. Il est de 4,18 très exactement au 16 novembre. Alors, ce taux de rendement, nous le calculons de façon bimensuelle et nous mettons à votre disposition un suivi régulier avec des flash infos où vous retrouvez les taux de rendement et des détails sur le produit. Pour conclure, vous l'aurez compris,
s'agit ici d'une solution prudente, de court terme, liquide et faiblement volatile, avec un couple risque-rendement qui est attractif. Et le fonds est labellisé ISR et article 8 au sens du SFDR. C'est une stratégie qui est très lisible, qui existe depuis des années, qui a fait ses preuves et qui est pertinente dans le contexte actuel. Donc, on a collecté plus de 80 millions d'euros depuis juillet. Et comme le disait Maxime, c'est un marché qui est très profond. Donc, ça nous permet vraiment de profiter des opportunités de marché que l'on a actuellement. Alors, au sujet des référencements, le fonds est référencé chez Swiss Life, Norcia et Cardiff et est en cours de référencement dans les contrats Generali, UAF Life et Intential. D'ailleurs, si vous souhaitez que le fonds soit référencé chez un autre assureur, n'hésitez pas à nous faire remonter votre intérêt par mail. Donc pour ces caractéristiques, le montant minimum de souscription initiale est de 10 parts, donc il est disponible à partir de 1 000 euros. Les frais d'entrée non acquis sont de 2% maximum. De notre côté, ils sont à 0%. Il n'y a pas de frais de sortie, donc vous pouvez entrer et sortir du produit comme vous le souhaitez. Et les frais de gestion sont à 0,40. Alors Maxime, on a eu pas mal de questions pendant ton intervention. Avec Edouard, on a eu la chance de répondre à certaines d'entre elles. Mais il y en a quelques-unes que j'ai particulièrement appréciées et que je voulais t'adresser. Donc, la première, c'est de dire que même si l'horizon de placement est de 6 mois, est-ce qu'on peut rester investi plus longtemps dans le fonds ou est-ce qu'on doit arbitrer au bout de 6 mois sur d'autres supports? C'est vrai que j'ai pas beaucoup insisté sur ce point-là, qui était le 4e point fort du fonds, son horizon de placement court terme de 6 mois. Pourquoi 6 mois? C'est parce qu'on préconise cette durée d'investissement par rapport aux conditions de marché stressées qu'il peut y avoir. En fait, on a regardé par le passé quels ont été les phénomènes qui ont eu, beaucoup d'impact sur un produit, comme celui-ci. Par exemple, le Dieselgate en 2015 ou plus récemment le Covid. Et on estime qu'il faut 6 mois pour récupérer l'impact négatif lié à ce phénomène. Et j'insiste sur le fait que le fonds est bien sûr ouvert, il existe depuis 8 ans, il va certainement encore exister pendant de nombreuses années, en tout cas tant qu'il aura le succès qu'il a actuellement. Donc bien sûr qu'il peut être approprié pour des horizons plus longs, notamment en ce moment où on n'attend pas de baisse de taux avant plusieurs mois. Et donc il peut être intéressant d'être investi sur les taux courts avec un produit comme bond de SG 6 mois pour plusieurs mois. Ok, super. Et au niveau de, par rapport à sa composition, pourquoi est-ce qu'on a autant de financières? Est-ce que c'est quelque chose qui représente un risque spécifique? Est-ce que c'est un point de vigilance dans le fonds? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez normal pour ce type de solution? Alors, il y a eu un premier élément de réponse dans la présentation, c'est la structure du marché. Sur le court terme, les émetteurs financiers représentent beaucoup. Je vous ai cité un programme d'émetteurs entreprises qui faisait 12 milliards, mais si on regarde par exemple les banques françaises comme le groupe BPCE, son programme d'émission court terme, c'est 60 milliards. Donc les montants émis sont très importants. Euh, il y a deux autres raisons. La première, c'est que les banques en général en Europe, depuis la crise de 2008, sont très bien notées, puisqu'elles sont très encadrées. Donc ce sont des placements plutôt prudents et de bonne qualité. Et le dernier point, c'est la liquidité apportée par ces investissements-là. Les banques rachètent parfois elles-mêmes leurs papiers et ce sont des titres qui s'échangent très facilement sur les marchés. Donc pour des fonds qui peuvent avoir des mouvements de souscription-rachat importants, c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'instrument en portefeuille. Et dernier point bonus qu'on a évoqué dans la première partie de la présentation, c'est que le rendement offert par les émetteurs bancaires est particulièrement intéressant. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, on parlait de fonds d'attente. Quel est justement votre type de gestion sur ce produit-là? Est-ce que c'est une gestion passive, attentiste? Alors, c'est vrai qu'on présente un peu ce fonds comme un placement d'attente dans une allocation actuellement, avec le contexte de marché qu'on a détaillé. Pour autant, c'est une stratégie active. On l'a vu sur les indicateurs de risque, avec notamment le risque crédit qui est, qui est modifié en fonction des conditions de marché. D'ailleurs, si le contexte s'améliore, on n'hésitera pas à mettre plus de risques dans le portefeuille.
Et ça se voit également avec la partie investissement, puisqu'on est constamment en recherche de nouvelles opportunités et de nouveaux investissements. Actuellement, on a un vivier d'investissement de 500 émetteurs à peu près. On est investi sur moins d'une centaine, ce qui nous laisse la possibilité de pouvoir faire des arbitrages très régulièrement. Et donc, il y a un vrai choix stratégique qui est fait dans la sélection des investissements dans ce portefeuille. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière petite question, peut-être par rapport à l'aspect ESG et le label ISR. En quoi ce fonds est-il ESG? Alors c'est vrai que le label ISR est au cœur de l'actualité en ce moment. Le fonds est labellisé depuis 2022, depuis le printemps 2022 ISR. Concrètement, ça nous oblige, ça nous contraint sur le suivi des indicateurs extra-financiers comme la note ESG, mais pas seulement, puisque nous avons sélectionné d'autres indicateurs comme notamment l'impact carbone ou aussi la rémunération des dirigeants d'entreprise en fonction de la durabilité de la stratégie de l'entreprise. Et surtout, nous avons des contraintes de couverture sur ces indicateurs, ce qui nous oblige à investir sur les entreprises qui veulent bien communiquer et donc exclut celles qui refusent d'être transparentes. Donc je pense que c'est assez vertueux sur ce point-là puisque ça oblige l'ensemble des entreprises et des émetteurs à mieux communiquer sur les indicateurs extra-financiers. Super, merci beaucoup Maxime pour tous ces éclairages. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé ce matin. J'espère que ce webinaire vous a plu. Un grand merci Maxime pour ton intervention. L'ensemble de l'équipe commerciale, donc Romain Debeco, Xavier Royer, Louis-Renaud Margeron et moi-même sommes disponibles pour répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à nous appeler. On sera vraiment ravis de continuer ces discussions et de vous donner des éléments supplémentaires. Je vous souhaite à tous et tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.